pas, mais c'est pas un problème pour les utiliser, pour s'en sortir vraiment. Donc quand le marché est en trading range, il faut utiliser donc les relatives stochastiques, c'est vraiment trouver des points de prise de position. Pour faire simple, vous avez votre marché qui fluctue, vous avez un indice en dessous qui suit la fluctuation du marché, il a deux lignes de signal, une ligne de signal à 30, une à 70. Quand la cible touche la ligne de 70, c'est que le marché est en surachat, mécaniquement la valeur de l'action va diminuer parce qu'elle est trop achetée. Et quand l'oscillateur touche la ligne des 30, c'est survendu, donc mécaniquement l'action est trop vendue, les gens vont la racheter, ça va remonter, c'est le système de l'offre et la demande, c'est basique. Ensuite, vous avez des indicateurs de tendance, donc ça c'est quand le marché est directionnel, ce qu'on appelle moyenne mobile et MACD. Ça permet de définir des points de retournement du marché. Voilà, si vous voulez, c'est pareil, ça suit les cours du marché, puisque c'est des moyennes mobiles, ça prend par exemple les 12 dernières valeurs des timings donnés, on fait une moyenne, et dès qu'on a une nouvelle valeur à un timing donné, on enlève la dernière, on prend la nouvelle, et ainsi de suite. Donc la moyenne suit les cours du marché, et ça permet aussi de savoir quand investir. Il ne faut pas écouter ces indicateurs, ce n'est pas non plus le Graal, comme c'est écrit dans le mot, c'est des indicateurs. L'important, c'est aussi les données macroéconomiques et ce qui se passe à l'extérieur. Globalement, moi, ce que j'essaie d'apprendre, aux étudiants, c'est quand deux indicateurs différents, donc par exemple un oscillateur et un indicateur de tendance, donnent une même indication, par exemple sur une hausse du cours, et que l'environnement macroéconomique est propice à une hausse, que l'entreprise va bien, on peut dire là, c'est peut-être le moment d'acheter. Mais toujours dans une optique plutôt de moyen terme, puisqu'on est dans plein d'investissement, gestion de portefeuille, c'est plutôt de l'asset management, donc on n'est pas. Nous, on essaie d'avoir une logique un peu plus long terme que du marché forex, il faut être très rapide. Ensuite, il faut se fixer des limites, il faut respecter, donc, je vous dis, les signaux d'indicateurs, faire attention donc, au timing, au time frame de votre analyse, et au final, définir des gains maximum et des pertes minimum. Ce que je veux dire, c'est qu'un peu comme quand vous êtes dans un casino, il faut savoir partir. Si vous perdez trop, il ne faut pas hésiter à vendre parfois, au lieu de dire tout le temps je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire. Parce que parfois, c'est comme sur le on pense se refaire, au final on perd 4 milliards. Il faut aussi définir des gains maximum. C'est difficile, mais il faut se fixer des limites. Quand on a gagné ce qu'on voulait, on peut dire j'arrête. Si on se donne par exemple, j'ai envie de faire 5%, quand on a fait 5%, il vaut mieux partir et réinvestir ailleurs. C'est déjà bien d'avoir fait 5%. Il faut être content des petites victoires aussi sur les marchés quand on commence. Ensuite, il faut prévenir un portefeuille concentré, c'est-à-dire, comme je vous le disais, on peut optimiser une diversification à 6 ou 8 valeurs. Pas besoin d'en avoir des millions, sinon les frais fixes vont juste plomber votre capital de départ. Enfin, des stratégies adoptées, encore, voilà, on a mis des petits mots techniques. Une stratégie event-driven, qui se base sur trois types de stratégies. Donc le risque arbitrage, soit en anglais, mais je vous le fais en française. Il faut investir dans une société en ce qu'on appelle en pleine fusion-acquisition. Pourquoi? La société qui lance l'OPA, souvent, sa valeur va diminuer, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de sociétés en fusion-acquisition qui n'arrivent pas à vraiment devenir vraiment à se confondre et à fusionner, puisqu'il y a beaucoup de différences de culture d'entreprise. En fusion-acquisition, les principales causes d'échec, c'est les cultures d'entreprise. Donc il y a un peu un poker menteur sur est-ce que la fusion va se faire ou pas. Et la société, elle, qui subit l'OPA, son action va souvent monter, puisqu'on attend à ce que les concurrents de la société acheteuse utilisent un peu la surenchère pour quand même y gagner dans cette opération. Ensuite, on a le distress debt. Donc là, c'est investir dans une société très endettée proche de la faillite, puisque l'action ne va plus valoir grand-chose. Si vous pensez qu'elle va remonter, l'action ne vaut pas grand-chose, et ensuite, quand la société est sauvée, l'action peut remonter, là, vous pouvez faire des gains importants. Et ensuite, special situation, c'est juste, comme je vous disais, si vous connaissez bien l'activité macroéconomique, vous pouvez réagir après une annonce, que ce soit de la Banque centrale ou de la communication financière de l'entreprise. Ensuite, j'essaie de faire un focus sur la stratégie globale macro, donc ça c'est une stratégie plus long terme, il faut faire attention car les outils qu'on utilise dans ces stratégies sont peu accessibles à l'investisseur moyen. Si vous avez des questions précises, Youssef pourrait y répondre. Et ensuite, l'horizon est plus long terme, et parfois c'est difficile à gérer. Nous, clairement, on ne peut pas gérer un horizon de 4 ans dans notre association, puisque tous les 2 ans, les effectifs tournent.
Après, en tant qu'investisseur individuel, vous pouvez le faire. Nous, on ne peut pas. Ensuite, il faut penser au day trading. Donc, si vous avez des jours où vous avez envie de faire que ça, vous pouvez essayer de faire des gains sur une journée entière. Et là, on passe vraiment beaucoup de temps sur vos outils de gestion. Les gains sont forcément un peu plus modestes, puisqu'en une journée, ça ne pourra pas prendre 800%. Mais les pertes sont réduites parce que vous êtes constamment aux aguets et vous pouvez clôturer la position quand il faut. Il faut quand même faire attention aux coûts de transaction, qui là, si les gains sont trop modestes, vous allez quand même perdre au final. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, aucun problème. J'espère que ce jeu était clair et que ça vous a... Voilà. Oui, bonjour à tous et bonjour à vous les jeunes. Donc, comme on dit, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir la jeunesse et l'expérience. Donc, j'ai pas la jeunesse, un petit peu d'expérience avec la plus grande modestie, je vous dis ça. Je fais partie d'un club d'investissement depuis 16 ans. On est 10 personnes. Et ben, nous, comme beaucoup d'actionnaires, on a fait des bêtises lors des achats, des ventes, etc. Donc, je vais plutôt faire deux petits commentaires et éventuellement vous donner des tuyaux, enfin vous dire comment nous on pratique. C'est un petit peu différent de vous, mais bon, ça donne d'assez bons résultats. Alors, premièrement, effectivement, au début, on avait tendance à acheter des petites lignes. Alors, on va prendre un chiffre tout simple, 100 €, parce que vous savez qu'il y a un forfait minimum quand vous allez à votre banque et que vous achetez des actions. Donc, en gros, c'est, on va dire, entre 10 et 15 €. Donc, vous achetez une petite ligne de 100 €. Si vous avez 10 € de frais, ça représente 10%. Donc, si vous la vendez, ça fait 10%. Autrement dit, votre action, si vous l'avez achetée 100 €, il faut qu'elle ait gagné 20% pour que vous ayez récupéré votre mise. Bon, d'accord. Donc, ce qui est préconisé, c'est des lignes de valeur entre 1000 et 2000 € minimum. Autrement dit, je reprends vos propos, c'est pas utile d'avoir 50 lignes avec 500 € par ligne, il vaut mieux en avoir que 5 ou 10, entre 1000 et 2000 €, voire plus. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que notre gros défaut, et on l'a encore un peu, c'est qu'acheter c'est facile en ayant de l'argent, bien entendu, mais vendre, c'est toujours un cas de conscience. Parce que vendre, quand il y a des actions qui montent ou de très belles valeurs, et moi le premier, je ne vais pas dire que je fais comme un turfiste, quand le cheval me plaît, je mets des sous dessus, mais une valeur boursière qui me plaît, eh bien, si elle monte et que je sais qu'elle va continuer de monter, j'ai tendance à la garder. Alors, une des règles qu'on s'est fixées et que beaucoup de clubs, parce que je lis beaucoup Internet, d'investissement se fixent, en bonne période boursière, quand une valeur a gagné, on va dire, entre 20 et 30%, ne pas hésiter à la vendre. Parce qu'au moins, on engrange les 30% de plus-value. Quand c'est une mauvaise conjoncture, subprime, enfin les attentats, etc., quand une valeur a gagné 10-15%, on vend. Voilà la politique de notre club. Après, comment on fait pour acheter des actions en dehors du fait de tout ce que vous utilisez, parce qu'on n'est pas trop féru de trading, de chandelier, de courbes, etc., etc. Bon, eh bien, on suit les valeurs, parce que les 10, on fait comme vous, il y en a qui sont chargés de suivre les valeurs, et on fait des tableaux. On fait des tableaux, alors sans faire de pub pour les gens qui sont d'ailleurs présents au stand, enfin au salon d'actionnariat, on fait des tableaux avec 4 colonnes. 1, journal de revenus. 2, journal de finances, investir. 3, le site Boursorama, qu'on utilise beaucoup, notamment sur écran lors des réunions. Et en 4e, le site de notre banque, parce que forcément, on a un compte de titre dans notre banque. Donc on fait un tableau à 4 colonnes. Et quand on voit que les 4 sources d'informations concordent, c'est-à-dire qu'elles disent toutes, cette potentielle, il faut l'acheter, cette valeur, elle a du potentiel, il faut l'acheter, elle a de la progression,
que les 4 sources, en quelque sorte, sont concomitantes, sont sur la même longueur d'onde, qu'elles conseillent acheter. Donc il y a quelqu'un, dans les deux, à être chargé de faire ces fameux tableaux, et comme vous savez, un club d'investissement, c'est une réunion mensuelle, où on se fixe un montant, bon, peu importe, bon, je peux vous dire, pas de secret, on met de 50 € tous les mois, voilà, chacun, et on raisonne comme ça. Et je ne sais pas si c'est, je le dis bien avec la plus grande humilité et modestie, je ne sais pas si ces tuyaux vous intéressent ou pourront vous servir, mais des gens comme 60, qui ont 60 ans comme moi, on l'applique, et je peux vous dire, ça nous apporte quelques succès. Merci de votre écoute, et bravo à vous les jeunes. Merci beaucoup pour votre intervention. Enfin, ce qui nous rassure quelque peu, c'est qu'on a au final, on travaille plus ou moins de la même manière, on est relativement aligné sur les méthodes de travail. Alors on prendra éventuellement d'autres questions, si on a, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Donc moi j'avais une question concernant le service de remboursement différé. J'avais entendu parler de ça et j'aimerais savoir si vous pouviez expliquer rapidement ce que c'est et en quoi ça consiste. Alors c'est le SRD, en fait c'est une manière de se leverager, tout simplement. C'est que on emprunte des titres et on les vend éventuellement. Donc on emprunte un titre, on le vend, et ça s'utilise notamment aussi soit pour se leverager, soit pour faire des ventes à découvert. Donc c'est un service qui n'est pas ouvert à n'importe qui. Donc il faut plutôt se reprocher de conseillers qui vont eux vraiment vous dire ce qu'il en est de la meilleure manière. Donc voilà. D'autres questions éventuellement ? Oui, Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les effets de levier? Alors, un effet de levier, c'est très très simple. En fait, c'est pour avoir une performance qui est multipliée par 2, par 3, par 4, il faut investir tout simplement 2, 3, 4 fois la somme. Alors, quand vous n'avez que 1000 € à investir, et que vous investissez avec un effet de levier, ça veut dire que quelque part, le différentiel va venir de chez quelqu'un. En fait, c'est soit le broker, soit la société de gestion ou autre, qui va mettre cet argent-là. Alors, on peut aussi avoir des effets de levier sur d'autres types d'actifs. Je pense notamment aux produits dérivés, qui, eux, vont offrir ce type des effets de levier, sans pour autant avoir cette notion de